Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien voilà, il est midi, on est ravis d'être avec vous. Vous êtes sur Sud Radio pour Parlons Immo, on est avec vous tous les samedis de 12h à 13h. Vous avez une question concernant votre immobilier, votre logement, tout simplement vous faites le 72018, vous tapez Immo et on vous répondra bien évidemment. On est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de Radio Immo qui m'accompagne tous les samedis avec l'incontournable, l'excellente, notre amie Bérénice de Villefloriot. Bonjour Sylvain, comment allez-vous? Quand vous êtes avec moi, je ne peux pas qu'aller mieux. C'est beau. Voilà, vous avez forcément. parlé aux femmes, vous. Ouais, ça c'est très très bon. Avec l'ami Grégoire. Oui, bonjour Sylvain. Comment il va Grégoire aujourd'hui? Très bien. Il va mieux, Grégoire. Oui, tout va bien. Voilà. Et on ne pourrait pas bien sûr faire cette émission sans notre docteur éco-rénovation, c'est Sofinco, c'est Monsieur Permas. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Ça va Laurent? Ça y est, vous êtes baptisé. On va parler de vos droits, les amis. Oui, les droits et devoirs, mais surtout vos droits, que vous soyez propriétaire ou locataire. On sera avec l'avocat du droit immobilier français, un des plus connus en tout cas. Il est avec nous, il nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, c'est Maître Romain Rossi-Lundi. Bonjour Romain. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO, I2MO au 72018 et on le fera avec vous, Bérénice de Villeforiot. De quoi on va parler cette semaine? Des détecteurs de monoxyde de carbone, ils peuvent vous sauver la vie. C'est clair. Et ensuite on parlera de viager. Tout à fait, on parlera de viager. On va écouter justement une auditrice qui a acheté en viager. Eh bien pourquoi pas un testimonial et ensuite on discutera avec vous Grégoire de rénovation énergétique. Et oui mon cher Sylvain, avec Laurent, on va vous parler de la TVA à 5,5% pour les pompes à chaleur. Et puis spoil, ça bouge et c'est compliqué comme d'habitude. Et puis dans notre chronique Maison Saine, Sylvain, on descendra ensemble à la cave pour nous poser cette question. Est-ce que c'est normal que ma cave soit humide? Ah, ça c'est une grande question que je vais leur poser. Ça concerne tous les Français et je suis sûr que vous le savez les amis. Voilà, on va tout de suite les infos à retenir avec vous Bérénice. Quel est le programme des infos de la semaine? Eh bien, programme la catastrophe continue pour l'immobilier neuf avec la disparition des investisseurs locatifs à cause de la fin du dispositif Pinel. J'ai quand même des bonnes nouvelles. Pour ceux qui veulent acheter, les prix de l'immobilier neuf baissent dans 9 grandes villes sur 10. Je vous dirai lesquelles et on terminera avec la fausse bonne idée américaine, le crédit immobilier sur 50 ans. Grand sujet. On va commencer avec la crise qui continue pour l'immobilier neuf. Et les investisseurs locatifs, on peut le dire, qui ont carrément disparu. Et oui, donc depuis le 1er janvier dernier, vous le savez Sylvain, c'est la catastrophe, qui continue, parce que c'était déjà la catastrophe sur le marché du logement neuf avec la suppression du dispositif Pinel. Les ventes aux investisseurs locatifs se sont effondrées de 55%. Résultat, un programme de construction sur 5 est carrément retiré du marché. Pourquoi? Faute d'acheteurs. Les promoteurs, en fait, quand ils lancent un chantier, il y a des réservations et en fait, les investisseurs en faisaient partie. Donc sans eux, tout se bloque. On va passer de 60 000 ventes aux investisseurs par an à moins de 10 000 en 2025, du jamais vu. Et ça impacte toute la chaîne, parce que forcément, il y aura moins de logements sociaux, moins de logements en accession à la propriété. Bref, ça amplifie la crise du logement. Alors, bonne nouvelle quand même, le gouvernement et les parlementaires travaillent actuellement, depuis quelques semaines déjà, sur la création d'un statut du bailleur privé. Alors, c'est un peu compliqué comme mot. En gros, c'est des mesures fiscales, en quelque sorte, pour inciter les Français à investir dans la pierre pour relancer la machine. Donc affaire à suivre, on va suivre ça de près. Et surtout on verra si c'est pas une arlésienne de plus. Voilà. Surtout. Bonne nouvelle pour les acheteurs, les prix du neuf, alors ça c'est une bonne nouvelle, baissent. Alors oui, c'est sorti, il y a un baromètre Empruntis, trouver un logement neuf.com. Donc si vous cherchez à acheter un logement neuf, c'est peut-être le bon moment. Dans 9 villes françaises sur 10, les prix des appartements neufs de 3 pièces ont baissé entre avril et octobre 2025 et parfois très nettement. Par exemple, à Nantes, ils ont baissé de 20%, à Bordeaux 11%, à Lille 7%, Marseille 6%. Donc concrètement, vous pouvez maintenant trouver un 3 pièces neuf à moins de 300 000 € dans plusieurs grandes villes, donc Bordeaux, Marseille, Nantes ou Toulouse. Et à Nantes, c'est là où ça a le plus baissé. L'économie peut atteindre 83 000 € sur la durée du crédit. Il n'y a qu'une ville qui résiste. c'est Nice. Vous savez, ça continue de... Non, mais c'est vrai que Nice ne connaît pas la crise. Voilà, Nice ne connaît pas la crise, c'est un monde à part. En tout cas, cette baisse, elle s'explique notamment par les dispositifs d'aide qui ont été mis en place pour ceux qui deviennent propriétaires, qui ne sont pas encore propriétaires, qui veulent le devenir. Je vous rappelle que vous avez le prêt à taux zéro qui s'est généralisé, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Le bail réel solidaire aussi, renseignez-vous sur ça, ça peut être très intéressant, ou la TVA réduite. Bien sûr. Alors, une autre bonne nouvelle, le DPE, diagnostic de performance énergétique. Oui, rapidement, 400 000 logements
logements ne sont plus considérés comme des passoires énergétiques en 2025, principalement grâce à la réforme du calcul du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Et à partir du 1er janvier 2026, il y en aura encore 700 000 qui devraient sortir de cette catégorie. Alors justement, les États-Unis réfléchissent à un truc incroyable, alors qui pourrait être une bonne idée, c'est vrai, sur le papier. Oui. On verra si c'en est une. Ils réfléchissent au crédit immobilier sur 50 ans. Oui, alors vous l'avez dit, sur le papier, ça paraît être une excellente idée. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, tiens, si on emprunte sur plus longtemps, forcément, les mensualités vont baisser. Sauf que la plupart des économistes tirent la sonnette d'alarme parce que sur une durée aussi longue, le taux serait plus élevé qu'un prêt classique sur 30 ans. On mettrait beaucoup plus de temps à rembourser le capital, forcément, et au final, les intérêts payés exploseraient avec des propriétaires qui resteraient endettés quasiment toute leur vie. Et autre problème de taille, en fait, l'âge moyen aux États-Unis pour devenir propriétaire, c'est 40 ans. Et avec un prêt sur 50 ans, donc on va jusqu'à 90 ans. Voilà. En revanche, l'espérance moyenne de vie est de 79 ans. Donc ça pose un peu problème. Ça veut dire que ça se transmettrait, le crédit se transmettrait aux enfants. Donc voilà, les experts sont très critiques. Donald Trump lui-même semble avoir pris un petit peu cette distance avec cette idée, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Donc on peut dire que c'est une fausse bonne idée. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Justement, l'éco-rénovation, c'est un sujet qui vous touche, les amis, partout où vous êtes. Et on vous en parle chaque semaine avec vous, Grégoire et Laurent. Allez, bonjour Laurent Pernas. Bonjour Grégoire. Bon Laurent, cette semaine, on se penche sur un gros sujet pour votre budget chauffage et le budget travaux, les pompes à chaleur, avec la fin annoncée du taux de TVA à 5,5%, qui était un taux de TVA réduit pour certains équipements en rénovation énergétique. Justement, Laurent, de quoi on parle ? C'est un moment important que l'on vit, puisqu'en effet, la pompe à chaleur est un levier très très structurant pour réduire vos factures et améliorer votre confort. Mais les règles fiscales sont en train de bouger en ce moment et justement, il va falloir connaître ce qui change. Alors déjà, Laurent, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une pompe à chaleur ? Et oui, alors la pompe à chaleur, c'est une pompe qui exploite en fait une énergie renouvelable, que ce soit l'air, le sol et l'eau, pour chauffer votre logement. Vous avez deux grands types de pompes à chaleur qui sont la pompe à chaleur RR, vous avez une fonction de climatisation, et RO, qui est un peu moins efficace, notamment sur tout ce qui est lié à l'été. Oui, cette pompe à chaleur, elle peut diviser donc nos coûts de chauffage par 2 ou par 3 selon les cas. Et justement, il y a des aides, Laurent, et il y en a une notamment qui était un taux de TVA très avantageux. Exactement, c'est certains travaux de rénovation énergétique où la pose de pompe à chaleur RO ou géothermique, on pouvait en fait profiter d'une TVA réduite à 5,5 sur l'équipement et la pose, mais sous condition. C'est un coup de pouce fiscal très important. Mais un coup de pouce qui a changé depuis quelques jours, ou qui est en train de changer en tout cas. Alors c'est un peu complexe, oui et non. En fait, il y a des discussions en ce moment au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, avec des changements qui se précisent. Alors on s'accroche. Très technique. Alors d'après le ministère de l'économie, le taux réduit de TVA pour certains travaux, notamment ceux liés à des équipements utilisant des combustibles fossiles, est supprimé ou rehaussé. Okay. C'est plus spécifique encore pour des pompes à chaleur dites hybrides. Ces fameuses pompes justement qui polluent un petit peu avec du fossile, qui comprennent une PAC avec de la chaudière fossile en appoint. Eh bien, une exclusion du taux de 5,5 est en cours de consultation avec effet possible au 1er mars 2026 parce qu'elle polluerait un petit peu. Ouais. Et en parallèle, pour les pompes à chaleur classiques, donc RO et géothermique, le 5,5 reste pour l'instant sous condition, mais il faut bien vérifier que l'équipement et l'artisan respectent les critères. Donc en résumé, un coup de pouce en fait fiscal avantageux, mais il peut disparaître ou s'appliquer de façon beaucoup plus stricte, ce qui change la donne de votre budget là quand même. Comment est-ce que ça nous impacte justement concrètement ? En fait, si vous envisagez d'installer une pompe à chaleur hybride, il est très urgent de vérifier votre devis. Après la date d'application, la TVA pourrait passer en fait de 5,5 à 20%. C'est pas du tout le même prix. Et même pour une PAC normale, vous devez demander à l'artisan, est-ce que je bénéficie bien de la TVA 5,5 ? Et que le devis mentionne aussi, de façon très précise, le taux réduit qui est explicite. Et puis le reste à charge, ce fameux budget que vous devez payer, indépendamment des primes, il risque de grimper de plusieurs milliers d'euros, tout simplement parce que la TVA, elle passe de 5 à 20%. Et puis si on signe votre devis, si vous signez votre devis avant la date d'application,
on est plutôt mieux protégé. Là, vous avez au moins votre TVA 5,5. Et puis un devis signé avec un acompte versé, vous êtes sûr de bénéficier du taux. Alors rapidement, Laurent, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour sécuriser notre projet ? Ne pas engager des travaux sans avoir de devis validé qui mentionne le taux de TVA. Ça, c'est important. Ensuite, on choisit un artisan RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est une condition qui est souvent requise pour les aides et pour que le taux s'applique. Ensuite, on vérifie la nature de la pompe à chaleur, RO ou géothermique, si on a bien écouté, parce que l'hybride, ça risque justement de ne plus bénéficier des 5,5. Ensuite, on anticipe sa date d'installation. Il faut le faire très rapidement pour engager le devis avant l'application peut-être de nouvelles règles qui seront moins favorables pour votre budget. Et puis mettre à jour votre budget. Si la TVA passe à 20%, comptez une augmentation d'environ plus 14% sur la part concernée. C'est pas neutre et ça sera souvent à vous de la peigner. Et puis associer les autres aides, taux réduit, aide nationale, MaPrimeRénov', les C2E, les aides locales, les coups de pouce pour compenser notamment la TVA qui augmente. Merci beaucoup Laurent Permas. Donc en bref, la pompe à chaleur reste une excellente option pour améliorer votre confort et réduire vos factures. Mais attention au tournant fiscal dont on a parlé. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Voilà les amis, on va faire une toute petite pause et on répondra à vos questions, notamment les questions des auditeurs avec vous, Bérénice de Villefloriot. On va recevoir également notre invité qui est sur le plateau, Maître Rossi Lundi. Mais d'abord, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. Voilà, c'est Noël bientôt, on va vous offrir plein de choses. On va vous offrir par exemple une enceinte Bluetooth Rainbow de la marque TNB. Elle diffuse un son précis, des graves aux aigus, pratique pour nous écouter, une écoute confortable à la maison comme en extérieur. Avec une autonomie de 8 heures, elle se connecte en Bluetooth, en jack, en micro SD ou en FM et s'affirme comme un objet aujourd'hui d'accessoires audio. Envoyez dès maintenant IMO I2MO au 7 20 18 par SMS. Pour vous inscrire, le tirage au sort aura lieu bientôt et vous gagnerez peut-être votre enceinte Bluetooth Rainbow. Bonne chance à tous. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Comme chaque samedi, de 12h à 13h, on parle de votre immobilier, de votre logement. Surtout, le bon réflexe pour vous, les amis, c'est de taper IMO, I2MO par SMS au 718. On est ravis, bon appétit à tous. On va parler de votre logement et on va répondre à vos questions. Bérénice de Villefloriot, on va parler notamment, par exemple, de viager, de situations complexes qui vous intéressent chaque semaine. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oui, les amis, ça vous concerne. Avec vous, Bérénice, oui. On a reçu un SMS, justement. Et oui, on va parler d'un sujet, malheureusement, d'actualité, le monoxyde de carbone. Je rappelle que fin novembre, 2 personnes sont décédées à Beaucaire, dans le Gard, et 8 autres personnes ont été intoxiquées à Nîmes. Plus tôt dans le mois, 2 fillettes de 7 et 12 ans, pareil, ont été hospitalisées dans un état grave à Tours. En gros, faut le dire, c'est pas des cas isolés. Chaque année, en France, il y a 3000 personnes qui sont accidentellement intoxiquées au monoxyde de carbone et une centaine en meurent. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Il y a Patrick, 54 ans, qui nous a écrit de Metz. Bonjour Sud Radio, on entend de plus en plus parler d'intoxication au monoxyde de carbone en ce moment. J'ai une chaudière au gaz et un poêle à bois chez moi et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu pour ma famille. Je vais installer un détecteur de monoxyde de carbone. Où il faut le poser exactement pour que ce soit efficace et comment être sûr qu'il est fiable. Alors pour y répondre, on reçoit notre expert, c'est Laurent Lefay, responsable produit et partenariat pour Rista. Bonjour Laurent. Bonjour Bérénice, merci de m'accueillir pour cette heure de midi. Eh ben avec plaisir oui. Laurent, et bon appétit d'ailleurs au passage à ceux qui nous écoutent et qui sont en train de déjeuner, c'est bien de le rappeler. Alors avant de parler de détecteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le monoxyde de carbone est si dangereux ? Écoutez, le monoxyde de carbone est issu de tous les usages qu'on a de poêle, de combustion, et c'est un gaz complètement inodore, donc sans système de détection électronique, on est incapable de le détecter, ou quand on le détecte, c'est par des vertiges, des maux de tête, et donc là, il faut être un petit peu attentif par ces premiers symptômes que nous pouvons observer. Oui, et ça d'ailleurs ça s'apparente à un rhume ou à une grippe, donc c'est pour ça que parfois c'est pas évident à détecter. Alors est-ce qu'il y a des gestes de prévention à effectuer pour éviter une intoxication ? Alors,
là, c'est ce qu'on évoquait, c'est issu là, des poêles à bois ou des chaudières. D'abord, il faut déjà entretenir correctement les cheminées afin de pouvoir évacuer correctement les gaz produits par ces appareils. Et comme on a bien appris avec le Covid, de bien aérer ses pièces aussi, ça c'est un point important. Et puis, il existe des appareils, et c'est là où on veut arriver, c'est-à-dire des détecteurs de monoxyde de carbone qu'on peut installer et qui peuvent nous alerter s'il y a un dysfonctionnement dans une maison ou dans un appartement. Oui, donc ça c'est le but, c'est de sauver nos vies. Alors ces détecteurs, ils ne sont pas obligatoires à ce stade dans les logements, Laurent. En revanche, je crois que comment on appelle ça, l'entretien des chaudières l'est, ça. Alors, oui, effectivement, ils sont pas obligatoire, mais ça ne saurait tarder. Il y a effectivement une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Bon, on le sait, en ce moment, c'est un peu perturbé pour faire avancer les différents sujets, mais effectivement, mettre les détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, pardon, effectivement, s'installe près des appareils qui produisent ce gaz, notamment les chaudières individuelles gaz, mais aussi les poêles à bois, les cheminées, et donc c'est un petit appareil qu'on va installer qui est très simple, et on l'installe à peu près à 1,50 m du sol. Ça se met pas au plafond, c'est pas un détecteur de fumée, c'est vraiment un détecteur spécifique qu'on installe près des éléments, pas trop près aussi des aérations ou des fenêtres, parce que ça risque de le perturber, mais de le mettre à peu près entre 1 et 3 mètres du système qui a une combustion. Ah oui, c'est bien de le préciser, parce que moi, par exemple, je l'aurais installé au plafond, mais non, ça faut pas le faire. C'est pas au plafond, c'est sur le mur à 1,50 m. Exactement, à hauteur d'homme de respiration. D'accord. Donc en moyenne 1,50 m. Et alors, où l'acheter et comment être sûr qu'il est fiable? Est-ce qu'il y a des normes? Et puis combien ça coûte au passage? Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, il va falloir passer au tiroir caisse. Ah bah oui. Donc, où on l'achète? On l'achète dans les magasins de bricolage en France, il n'y a aucun souci. On peut en trouver en ligne, en grande surface. C'est un produit vraiment très commun. Le coût, c'est entre 20 et 50 euros. Il y a même des produits connectés qui coûtent jusqu'à 100 euros. Par contre, il faut vraiment faire très attention sur les produits qu'on achète, que ce soit en ligne ou en grande surface, c'est qu'ils comportent la norme CE, donc ça c'est un gage de qualité. Et il y a une norme qui est la norme, c'est toujours barbare ces chiffres, la norme EN 50-291 qui assure que le détecteur de monoxyde de carbone, lui, est conforme aux normes européennes qui garantit un bon fonctionnement. Eh bien, merci beaucoup Laurent Lefay, c'est important pour votre sécurité. Et vous voulez que je vous raconte, Émile Zola est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone parce qu'on avait bouché sa cheminée. Il habitait rue de Bruxelles, à côté de la place Clichy. Donc c'est loin d'être anodin, c'était le grand sujet du sexe qui montre la culture de l'animateur. Voilà, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité. Il est avec nous. Bonjour, maître Romain Rossilandi. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit immobilier, vous êtes surtout l'un des avocats les plus reconnus en France sur le droit immobilier. Alors, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu mieux, parce que souvent, vous nous faites le plaisir, justement, d'intervenir en tant qu'expert dans nos différentes émissions. Quels litiges reviennent le plus souvent dans votre cabinet? On zoomera ensuite quelques sujets brûlants, par exemple l'encadrement des loyers qui fait grincer, le bail civil, le permis de louer, les loyers impayés. Bref, tout ce que peuvent vivre nos auditeurs au quotidien, mais également vos clients, je suppose. Justement, en parlant des clients, qui sont vos clients aujourd'hui? C'est plutôt des petits propriétaires bailleurs, des multipropriétaires, des locataires, des syndics, et sur quoi, aujourd'hui, en ce moment, à l'approche de l'hiver, vous êtes le plus sollicité? C'est tous ces gens, mes clients. Moi, j'ai une clientèle très variée. Qui va du petit. Alors le client type, c'est effectivement le petit propriétaire individuel, le petit bailleur. Ça, c'était mon fonds de commerce, on va dire. Mais j'ai aussi maintenant des gestionnaires, des syndics, des promoteurs. J'ai même des clients, je ne peux pas dire leur nom, mais j'ai même des institutions nationales, donc qui sont aussi maintenant concernés par des problématiques de droit immobilier. Et ce qui est intéressant, et je vous remercie pour votre invitation, c'est qu'un cabinet d'avocats comme le mien,
en fait, c'est un peu comme un laboratoire des futurs contentieux qui vont arriver, en fait. Parce qu'on on connaît tous la crise du logement, mais moi, cette crise du logement, dans mon cabinet, je la vois depuis très longtemps. En fait, bien avant qu'on en parle, même dans les médias, etc. Parce que, et ça, c'est pour vraiment répondre à votre question, le litige principal... C'est les loyers. Mais bien sûr. Bah oui. Que ça soit les baux d'habitation ou les baux commerciaux, toujours à la même. Vous le savez très bien. Donc, si on vient me voir, moi, en premier, c'est parce que le loyer n'est pas payé, que ce soit de l'habitation ou du bail commercial. Donc, évidemment, quand moi, je suis avocat, je vois du contentieux, je vois tous les dossiers qui se passent mal. Et quand ça se passe mal, croyez-moi, c'est... Oui, en général, quand on va voir l'avocat, c'est parce que justement, ça se passe mal. C'est la dernière étape. Ah oui. Et donc, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de toutes ces expulsions, de ce chiffre de 25 000 expulsions. On vous dit c'est la responsabilité de la loi Kasbarian, mais pas du tout. C'est malheureusement, c'était parce que les dossiers qui ont été expulsés cette année, c'est des dossiers beaucoup plus anciens, bien avant la loi Kasbarian. Bien sûr. Donc, le ministre Kasbarian n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je veux dire, un cabinet d'avocats, avec les contentions qu'on rencontre, moi, les gens viennent me voir pour me demander, tiens, il y a l'encadrement des loyers aujourd'hui, comment je peux y échapper ? Justement, maître, si on prend les trois gros sujets, numéro 1, top niveau, c'est le non-paiement des loyers. Première cause. Non-paiement des loyers. En 2, on mettrait quoi ? En 2, alors pour les baux d'habitation, je dirais que ce sont les congés. Donc un propriétaire qui veut reprendre son logement à la fin du bail, soit pour y habiter, soit pour le vendre, parce que ce sont les deux seules possibilités que vous avez. Alors justement, question, est-ce que si je veux faire un congé pour vente, est-ce qu'il faut que j'attende la période de fin de bail ? Oui, vous devez attendre la période de fin de bail, mais respecter un préavis de 6 mois pour un bail vide. Mais il faut que j'attende la fin du bail et 6 mois avant la fin du terme du bail contractuellement. D'accord. Là, le locataire, il doit c'est un bail de combien à la fin ? C'est combien un bail ? 3 ans, par exemple ? Un bail, c'est 3 ans. Un bail vide, c'est 3 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans et demi, je peux dénoncer le... Oui, mais il ne faut pas rater le délai, parce que si vous loupez le délai d'un jour, le bail est automatiquement reconduit. Et ça arrive tout le temps. Ça, c'est du genre de litige classique. Mais je repars pour 3 ans. Pour 3 ans. D'accord. Ok. Autre motif, donc congé pour vente, d'accord. C'est quoi l'autre motif ? Congé pour reprise pour habiter. Soit pour vous-même, soit pour vos enfants. C'est pareil, tout le monde ne peut pas y habiter. Souvent, on va dire, mais je vais y mettre ma sœur. Non, votre sœur, ça ne fonctionne pas. Ok, même topo, dénonciation, 6 mois. Et la loi, maintenant, est beaucoup plus précise qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé mon jeune avocat, c'est que depuis la loi Allure, le juge a la possibilité de contrôler la sincérité du congé. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut dire que c'est pour habiter, mais il ne faut pas se contenter de dire ça. Il faut dire, je veux y habiter parce que, par exemple, je vais installer ma fille et ma fille va faire des études à Paris. Si j'ai pas ces informations-là, le juge peut censurer votre congé et dire non, je n'ordonne pas l'expulsion, le bail reconduit pour 3 ans parce que vous n'avez pas donné suffisamment de précision sur le motif du congé. Alors justement, vous exercez vous depuis une vingtaine d'années et je pense que vous nous l'avez dit en première partie, vous avez remarqué que les conflits ont vraiment explosé ou est-ce qu'on a toujours les mêmes sujets ? Moi quand je vous écoute, je me dis ça ne fait que monter crescendo, impayé de loyer, squat, congé pour vente, reprise familiale, bref, c'est l'explosion. Oui, alors moi je faisais déjà ça il y a 20 ans. J'ai toujours fait ça. Mais je ne peux pas vous dire si ça augmente. Oui, ça augmente. Ce qui augmente très clairement, c'est le squat. Par exemple, les occupations illicites. Avant, ça, c'était vraiment à la marge. Et aujourd'hui, c'est médiatique. Moi, les affaires de squat, j'en avais toujours. C'était pas du tout médiatisé. Aujourd'hui, dès qu'il y a un dossier de squat, on en entend parler à la télé. Je suis le premier à appeler, pour commenter. Et j'ai l'impression que ça a donné des idées, malheureusement, aux squatteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était extrêmement facile de s'installer dans les lieux et de ne pas partir et que ça prend parfois plusieurs mois, plusieurs semaines même. C'est très long pour les expulser. Et donc je pense que ça a malheureusement donné des idées et que c'est pour ça aussi que les phénomènes de squat augmentent. Plus la crise du logement, évidemment. C'est très clair. On a beaucoup de questions à vous poser, Maître Rossi-Landi. On a une deuxième partie d'entretien. Restez avec nous. On se retrouve avec une petite pause tout de suite après. Basile, votre application de recherche immobilière, présente... Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, si vous prenez l'émission en cours, vous êtes sur Sud Radio et on parle logement avec vous, donc Parlons IMO tous les samedis de 12h à 13h avec notre équipe. On parle des questions que vous nous posez au plus proche du terrain. Et une fois n'est pas coutume, nous avons reçu l'avocat en droit immobilier le plus connu, c'est Maître Rossi-Landi. Merci d'être resté avec nous. On s'adérangera d'ailleurs également avec vous, Grégoire, tout à l'heure sur justement l'humidité des caves. Hein. Exactement, ça, c'est un vrai maison saine. Ouais, un vrai sujet. Alors justement, Maître Rossi-Landi, on l'a vu tout à l'heure, il y a un vrai sujet qui fait vraiment débat, c'est l'encadrement des loyers. Alors personne n'est d'accord, hein, voilà. Donc il y a eu des villes tests, des villes qui d'ailleurs se sont fait retoquer par le tribunal administratif, et on a l'impression que les autres villes ont emboîté le pas.
pour essayer de tester. Et Bérénice, d'ailleurs, on avait parlé, la Commission européenne a pointé du doigt cette mesure qui est commune et dont on imagine qu'elle est l'une des causes, d'ailleurs, de la crise du logement dans plusieurs pays. À court terme, ça protège les locataires, mais à long terme, ça décourage les investisseurs. Comment vous, de votre côté, vous qui avez aussi des locataires, qui avez des petits propriétaires, des syndics, des gros opérateurs, vous le percevez comment ? En fait, on traite le symptôme et pas la cause. Parce qu'effectivement, la cause, c'est quoi ? C'est l'insuffisance de l'offre, tout simplement. Et effectivement, sur le court terme, je comprends, le locataire, il est content d'avoir son loyer encadré, etc. Mais sur le long terme, et ça, croyez-moi, c'est d'expérience, c'est du terrain. Moi, mes clients à Paris, ils n'ont plus du tout envie d'investir dans le locatif traditionnel à Paris. Parce qu'il y a l'encadrement des loyers. Alors, ils viennent me voir pour me demander comment on fait pour y échapper. Alors ça, il y a des solutions, on va peut-être en parler. Mais surtout, ça les inquiète. Ils se disent, mais moi, je ne peux pas me permettre d'investir, ça coûte très cher, etc. Et d'avoir un encadrement des loyers. D'ailleurs, moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'UNPI dit qu'il ne faut pas investir dans les endroits où il y a de l'encadrement des loyers. Union nationale des propriétaires immobiliers. Et je crois que c'est assez vrai, parce que les clients qui viennent me voir, c'est comment je peux y échapper, qu'est-ce que je peux faire, vous vous rendez compte, moi j'ai payé cet appartement, j'ai un emprunt à rembourser, les loyers encadrés ne me permettront pas de rembourser mes mensualités, etc. Donc ça, c'est vraiment moi, franchement, ce que je vois de mes clients, c'est qu'ils n'ont plus du tout envie d'investir, ça les refroidit. Donc sur le long terme, je pense que la Commission européenne a raison, ça risque évidemment de diminuer l'offre locative. Avec Bérénice, on en parle très régulièrement, le désinvestissement, c'est aujourd'hui la disparition des 2/3 du parc locatif privé qui seraient éligibles au logement social. Parce qu'il ne faut pas oublier que les petits propriétaires logent des personnes qui sont éligibles au logement social et on a besoin de... Alors justement, on en parle de plus en plus, encadrement, bail civil. Il y a 2 gros sujets d'actualité. C'est le permis de louer. Et ce permis de louer, c'est-à-dire qu'on doit autoriser la location. Certains juristes disent que c'est une atteinte directe au droit de propriété. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est évident. Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer juridiquement dans notre pays vers finalement un marché de consommateurs régulé, voire une planification de la politique du logement au détriment de la propriété individuelle et plus largement de l'accession à la propriété. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le permis de louer, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Oui, absolument. Très bonne idée. Oui, alors rappelez justement, dites à nos auditeurs. Le permis de louer, l'idée est simple, c'était dans certaines communes pour permettre aux maires de lutter contre l'habitat indigne. Donc sur le papier, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, bien sûr. Personne n'a envie d'être logé dans un habitat indigne. Pour lutter contre les fameux marchands de sommeil, etc. C'est ça. Et c'est à destination des propriétaires. Mais oui, mais l'idée, c'est de lutter contre les marchands de sommeil. Sauf que, en fait, on va faire peur à plein d'autres investisseurs qui sont des gens, des bailleurs individuels classiques, qui ne sont pas des marchands de sommeil. Et ce permis de louer, pour moi, ça fait vraiment partie des fausses bonnes idées, effectivement, parce que là aussi, on va dire le droit de propriété. Moi, vous savez, Sylvain, ça fait des années que je me bats pour dire que ce droit de propriété est absolument pas reconnu. Il y a des coups de canif successifs par la loi, le législateur, etc. Ça, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que vous avez un bien, vous l'avez acheté, vous avez payé un crédit, etc. Vous payez les taxes foncières et vous ne pouvez pas le louer. Et en plus, selon les communes, c'est pas du tout la même règle. Parfois, c'est une simple déclaration. Parfois, il faut une autorisation et attendre la visite d'un agent assermenté de la ville qui connaît rien en logement indigne. Alors, le permis de louer n'est pas une obligation dans toutes les villes. Ah non, c'est dans certains. Alors, il y a beaucoup de villes qui s'y sont mises dans certains secteurs. Alors, il y a la liste, d'ailleurs, on la connaît pas, mais il y a des grandes villes qui le font. Paris ne le fait pas encore. Mais alors, attendez, que je comprenne bien. Je suis un petit propriétaire. Il y a plein de petits propriétaires qui nous écoutent. Dans une ville où il faut un permis de louer, et je le sais pas, et je gère moi-même mon bien. Je fais un bail, naïvement, sans forcément connaître la loi. Et boum, on me tombe dessus parce qu'il fallait un permis de louer. Il faut aller voir, parce que c'est une décision du conseil municipal ou de la communauté d'agglo. Bien sûr, ça arrive. Nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment. Alors parfois, c'est un petit périmètre. Là, moi, j'habite à Alfortville. Alfortville, il y a un tout petit quartier d'Alfortville. Vous imaginez ? On a mis le permis de louer. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a des permis de conduire. Maintenant, il faut des permis de louer, quoi. Vous imaginez, moi, je suis de bonne foi, je mets mon bien en location, je suis sympa, etc. Et je m'en prends plein la tête parce que j'ai oublié de demander le permis. En plus, c'est un agent municipal qui est pas du tout qualifié, à mon avis, pour venir contrôler ce qu'est un logement décent. Personne n'y comprend rien. Un logement décent, un logement indigne, personne n'y comprend rien. Vous croyez forcément que les gens vont comprendre ça ? C'est complètement Et encore une fois, rajouter des contraintes et sortir des logements du parc locatif pour loger des gens. Il y a déjà des textes, il y a un décret de 2002, tout est contrôlé. Je veux dire, si le locataire vit dans un logement indigne, il peut saisir un tribunal, c'est l'avocat qui parle, il y a des procès pour ça. Oui, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la protection évidente des consommateurs. Évidemment. Et que je voudrais juste, je suis en train de tout casser. Ne cassez pas tout. Dans le studio. C'est normal, j'ai bu peut-être un peu un truc à l'autre l'apéritif. Avec modération, Sylvain. Avec toujours modération. Alors, ce que je vais vous dire, les amis, vous allez certainement vous identifier à ça, c'est que justement le fait que les gens ont du mal à se loger, ça ne veut pas dire que les propriétaires s'en fichent.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. On oppose aujourd'hui les propriétaires, les locataires, et c'est un faux débat. Et qu'il y a une vraie demande et que c'est normal que tout le monde ait envie de se loger dans de bonnes conditions. Le responsable de la crise du logement, c'est pas mon client, c'est pas le propriétaire, c'est pas le locataire, c'est l'État. C'est l'État qui, depuis des années, n'a pas une politique du logement sérieuse, ne construit pas de logements sociaux. Vous parliez tout à l'heure dans votre chronique de l'investissement dans le neuf, mais c'est exactement le même constat dans le privé, dans l'ancien. Parce que les bailleurs privés, aujourd'hui, ils ont plus tellement envie d'investir. Ils ont peur d'avoir affaire à un locataire qui paye pas son loyer. Je rappelle que c'est un parcours du combattant pour l'expulser. C'est 3 ans, 4 ans. Ouais. Moi, c'est ça que mes clients me disent. Moi, une fois que j'ai eu affaire à un client qui m'a dit qu'il a subi le parcours du combattant d'une procédure d'expulsion, il va plus jamais relouer, il va vendre son bien. Il va s'en débarrasser, il va liquider son patrimoine, c'est fini. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un constat qu'on fait de plus en plus. Écoutez, moi, je passerais bien une heure de plus avec vous, mais malheureusement, le temps nous est compté. Le bon réflexe, les amis, c'est de taper sur Internet Maître Romain Rossilandi. Ça fera un plaisir de répondre à toutes les questions. C'est l'avocat qu'il vous faut, mais essayez d'anticiper avant que ce soit parfois trop tard. Merci d'être venu sur le plateau. Restez avec nous, puisqu'on a une grande question qu'on va vous poser à la fin de l'émission. Il est temps de parler maintenant de la qualité de l'air dans votre logement, mais aussi d'humidité. C'est notre chronique Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Mais oui, les amis, prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre maison. Et croyez-moi, c'est pas anodin. C'est une chronique qu'on vous propose justement comment prendre soin de votre maison, de l'air intérieur, de l'humidité, de vos murs, de votre habitat avec vous, Grégoire. Et oui, mon cher Sylvain, et aujourd'hui, on descend à la cave en se posant une vraie question. Une cave humide, est-ce que c'est normal ? On entend souvent dire que, allez, c'est pas grave, c'est une cave, donc c'est forcément un peu humide. Mais à partir de quand cette humidité devient un problème ? Et surtout, peut-on vraiment y remédier ? Alors pour y répondre, j'ai appelé notre spécialiste Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Allez Édouard, soyons directs. Est-ce que c'est normal qu'une cave soit humide ? Est-ce qu'elle doit forcément l'être ? Alors en effet, c'est une idée qui est très répandue Grégoire. Beaucoup de gens pensent qu'une cave saine, c'est une cave fraîche et un peu humide, comme dans l'image d'Épinal et la bonne cave à vin. Mais en réalité, une cave constamment humide, c'est un signal d'alerte et pas un gage de qualité. Alors d'accord, mais d'où vient cette humidité dans les caves ? Et pourquoi est-ce que c'est si courant ? Eh bien, c'est souvent dû à ce qu'on appelle des poussées latérales. C'est l'humidité du sol qui exerce, si vous voulez, une pression sur les murs enterrés. Et si les murs ne sont pas bien étanchéifiés ou que la dalle n'est pas protégée, l'eau finit par s'infiltrer lentement ou par vagues. Et est-ce que cette humidité, elle évolue dans le temps ? Est-ce qu'il y a des stades, des degrés de gravité ? Oui Grégoire, et c'est essentiel de le comprendre. Ça commence souvent par de l'humidité diffuse, un mur froid, du salpêtre, une odeur de renfermé. Puis viennent les infiltrations visibles, les ruissellements, jusqu'à parfois une véritable inondation lors d'épisodes pluvieux. Et plus on attend, plus les dégâts sont lourds, moisissures, dégradation des matériaux, voire parfois atteinte à la structure. Et au-delà même du bâtiment, est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? Oui, parce qu'une cave humide fait remonter l'humidité dans toute la maison, surtout si elle n'est pas bien isolée ou ventilée. Cela peut favoriser les moisissures, les spores dans l'air et notamment impacter la qualité de l'air intérieur des étages supérieurs. Alors Édouard, côté solution, on voit de tout, surtout sur Internet. Peinture étanche, résine, produit miracle, ça marche tout ça ? Le produit peut faire partie de la solution, mais ce n'est jamais suffisant seul. Ce qui compte, c'est le bon diagnostic et la bonne technique d'application. Une cave humide, c'est pas qu'une surface à repeindre, c'est un ensemble de causes à traiter, pression du sol, ventilation, drainage éventuel. Et là, le savoir-faire de l'artisan fait toute la différence. Un mot pour conclure, Édouard. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter et quel est le bon moment pour agir ? Eh bien, dès que vous sentez une odeur de moisi, une odeur persistante, vous voyez des traces blanches ou que vous avez les pieds mouillés en hiver, c'est qu'il faut faire expertiser votre cave. Une cave saine, c'est pas une cave qui est sèche à 100%, c'est une cave qui respire, sans infiltration et sans humidité stagnante. Merci beaucoup Édouard David pour ces explications claires et concrètes. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Vous êtes toujours sur Sud Radio, vous êtes dans Parlons Immo, comme chaque samedi de 12h à 13h, l'émission qui répond à toutes vos questions. Et tout de suite, je vous propose de faire une petite pause. On va parler viager, justement. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Voilà, vous êtes toujours sur Sud Radio dans Parlons Immo, l'émission qui parle de votre logement. C'est l'émission qui également répond à toutes vos questions. Mais avant justement de faire la petite pause, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. Elle vous offre d'ailleurs, Sud Radio, une enceinte Bluetooth Rainbow de la marque TNB. Elle diffuse un son précis des graves aux aigus pour une écoute confortable à la maison comme en extérieur, avec une autonomie de 8 heures. Elle se connecte également en Bluetooth, en jack, en micro SD ou en FM et s'affirme comme un objet déco autant qu'en accessoire audio. Envoyez dès maintenant IMO I2MO au 72018 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre enceinte Bluetooth Rainbow. Bonne chance à tous. Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et justement, le viager, un vrai sujet d'actualité avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et oui, et c'est vrai qu'on le présente souvent du point de vue du vendeur. C'est vrai qu'il y a les compléments de revenus, le maintien dans le logement, l'amélioration du quotidien à la retraite. On se place rarement du côté de l'acheteur. Et ben, c'est ce qu'on va faire avec Marion. Marion qui a acheté un bien en viager. Bonjour Marion. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors, question simple pour commencer. Comment on en vient à se dire, bah tiens, et si on achetait un bien en viager? C'est vrai que c'est pas forcément un réflexe qu'on a. Oui, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, ça n'a pas non plus été notre premier réflexe quand on a réfléchi à investir, en fait. Alors, deux choses. Déjà, un peu par bouche à oreille, parce qu'on connaissait quelqu'un qui avait vendu son bien en viager. Et ça nous rassurait de se placer aussi de ce côté-là et de voir que pour lui, déjà, ça avait des avantages. Et pour nous, le déclic, c'est quand même venu du prix et de la décote, en fait, qu'on a vu sur des annonces de biens, en fait, en viager. Nous, ce qu'on cherchait au départ, c'est un investissement. On voulait diversifier notre patrimoine et on n'avait pas envie de gérer un locataire. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait acquérir finalement un appartement assez bien situé, estimé autour de 100 000 euros pour un bouquet de 54 000 euros sans rente. Et ça, franchement, ça change beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses, nous, en tout cas, dans notre budget. C'est possible d'acheter sans rente. C'est génial. Là, en tout cas, c'est possible. Oui, c'est possible, tout à fait. Ça a été notre cas. Ouais. Alors, je rappelle que vous habitez à Toulon et l'appartement, vous voulez investir. Hein, c'est pas pour y vivre, c'est un investissement. Non, donc c'est à Toulouse. Donc concrètement, vous l'avez dit, vous avez versé le bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent qu'on verse au moment de l'achat du bien chez le notaire. Hein, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est une somme d'argent. Et vous avez pris un crédit ou pas? Non, en fait, nous, on n'a pas pris de crédit. Donc, dans notre cas, effectivement, bonne question. Oui, c'est possible d'acheter sans rente. On savait pas trop, mais oui, c'est possible. Nous, on a fait un 100% bouquet, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que la valeur décotée du bien, on l'a payé d'un coup au moment de l'achat. Et du coup, on n'a pas de rente derrière et pas de crédit non plus. Et c'est quand même c'est les avantages du viager occupé, c'est qu'en fait on achète un bien avec un montant qui est quand même plus limité qu'un bien classique, donc sans s'endetter et bien décoté en fait, et c'est pas négligeable. Et le bien sans viager, combien il valait rapidement? Autour de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. Ouais. Donc là, vous l'avez vu à 54 000. Concrètement, c'était quoi les critères que vous recherchiez rapidement, Marion? Alors, en fait, nous, on n'avait pas tant de critères que ça. Justement, c'était un investissement. Donc, comme vous le disiez, on n'a même pas acheté là où on vit, finalement. On n'avait pas vraiment de critères de localisation. Ce qu'on voulait, c'était un bon emplacement quand même. Ça reste un investissement immobilier, donc on a envie que ça se valorise, etc. On voulait aussi un vendeur plutôt âgé, parce que finalement, en viager occupé, l'âge influence quand même la durée d'occupation. Et avec tous ces critères, un dossier a attiré notre attention. C'était un homme seul de 82 ans. L'appartement nous semblait bien estimé. Et l'achat était possible entièrement en bouquet, justement ce dont on parlait tout à l'heure, donc pas de rente. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéressait. Après visite, on s'est dit, voilà, c'est le bon, quoi. Et rapidement, si vous aviez 3 conseils à donner pour les auditeurs, justement, qui veulent acheter en viager. Alors, déjà, bien comprendre ce qu'on achète. On l'a vu, là, nous, dans notre cas, viager occupé sans rente. Mais il y a plein de types de viager. Donc, selon un peu ses objectifs, ses stratégies d'investissement, bien comprendre ce qu'on achète. Et ça va avec se faire bien accompagner en fait, parce que le viager c'est quand même un secteur, nous on le connaissait pas du tout à part vaguement par bouche à oreille. Donc vraiment se faire bien accompagner, répartition des charges, etc. Donc par une agence. Et regarder également la qualité du dossier, l'âge, la valeur du bien. C'est pas parce que l'appartement est décoté en fait qu'il faut pas regarder l'appartement comme un bien immobilier classique, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment mes 3 conseils. On sent que vous êtes contente de votre achat et que vous ne regrettez pas. Non, pour l'instant on est satisfait tant de notre point de vue que de celui de l'occupant qui y vit encore finalement. Et voilà. Et je rappelle que vous pouvez vous faire accompagner l'Office du viager, par exemple, que vous pouvez retrouver en ligne, officeduviager.fr, accompagne pour ce genre de vente. Merci beaucoup Marion. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Et maintenant, on va se retrouver, les amis. Voilà, vous êtes en sortie de table. On vous a posé toutes les questions. Vous avez posé toutes les questions et on vous apporte les réponses. Très intéressant ce qu'on a dit d'ailleurs, Bérénice, sur le Viager. Je savais pas, oui, j'ai appris quelque chose. Je savais pas qu'on pouvait acheter 100% bouquet. Comme un 100% bouquet. Et on va poser la grande question de la semaine puisque c'est un rituel maintenant dans Parlons IMO pour cette saison. On a une grande question. C'est pour ça qu'on la pose à notre grand invité, Bérénice. Et oui, maître Romain Rossilandi, avocat spécialisé en droit immobilier. Alors cette semaine, on va parler d'un décret entré en vigueur le 7 novembre dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine, un décret qui est passé relativement inaperçu, mais qui pourrait changer beaucoup de choses pour les propriétaires qui sont victimes d'occupation illégale et qui ont essuyé un refus d'intervention de la force publique. Ce décret d'application de la loi Kasbarian vient modifier en fait l'indemnisation des propriétaires en cas de ce refus. Alors, maître, jusqu'à présent, c'est vrai que cette indemnisation elle était très limitée et souvent refusée par les préfectures. Qu'est-ce que ce décret va changer ? Oui, alors moi, en tant que praticien, j'attendais depuis longtemps ce décret. Et vous savez, je suis venu souvent sur votre plateau pour rappeler aux gens que quand ils ont obtenu une décision de justice qui leur donne une expulsion, l'État n'a pas une faculté, mais a l'obligation d'exécuter cette décision et donc d'accorder le concours de la force publique. Donc faire venir la force publique, les policiers pour déloger. Faire une expulsion manu militari. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage entre le moment où vous obtenez votre décision de justice qui ordonne l'expulsion et le moment où l'État accorde le concours. C'est en général 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus tard. C'est ça que je dénonce, moi, sans arrêt et régulièrement. Et ce décret, et donc on avait la possibilité de faire quand même un recours pour le propriétaire, pour dire à l'État, écoutez, vous ne respectez pas la loi, c'est ça dont il s'agit, vous n'exécutez pas une décision de justice alors que vous devriez le faire, donc indemnisez-moi. Et donc les préfectures le faisaient volontiers, mais à condition que l'occupant ne paye pas les loyers, enfin les indemnités d'occupation. D'accord. Et donc je vous donne un exemple concret. Moi j'ai une dame qui a fait un congé pour reprise, on en parlait tout à l'heure, pour loger sa fille à Paris. Parce que sa fille devait faire des études. Donc elle donne congé en 2022 à la fin du bail. Donc elle dit au locataire, vous devez partir, moi ma fille va s'installer pour faire ses études. Le locataire part pas, je fais ma procédure devant le tribunal que je gagne. J'ai une décision d'expulsion en 2024, c'est la durée moyenne. 2 ans. Je vous passe les détails, ils saisissent le juge d'exécution, ils demandent des délais, ça leur est rejeté, etc. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas obtenu le concours de la force publique. Ils sont toujours dans les lieux. Inutile de vous dire que ma cliente, elle a dû louer un autre appartement pour y loger sa fille, parce que là, elle a quasiment terminé ses études. Mais pourquoi ils ne sont pas venus, la force publique ? Parce qu'il y a des enfants en bas âge, ce que je peux comprendre. Mais moi, je suis le propriétaire, je défends la propriétaire, elle n'est pas responsable de ça. Et on fait comment ? Et ben donc, moi, je fais un recours indemnitaire et je dis, je veux être indemnisé parce que vous ne m'avez pas... Et là, le préfecture me dit, non, ils ont payé les indemnités d'occupation, vous n'avez pas de préjudice. Donc ça veut dire que les occupants vont continuer à payer le loyer. C'est ça. Et donc le décret, c'est pour ça que ça m'intéresse. Ce décret du 7 novembre 2003, je vous cite, il dit, et ça c'est vraiment une nouveauté pour nous les praticiens, que les préjudices du propriétaire, je cite, doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, la préfecture pourra plus me dire « Mais attendez, de quoi vous vous plaignez ? Vous avez été payé des indemnités d'occupation. » Là, je pourrais expliquer que dans ce cas présent, on a perdu la chance de pouvoir occuper notre appartement parce que c'est ça qu'elle voulait. Ma cliente, elle veut que sa fille aille dans son appartement, qu'elle n'ait pas à payer un loyer dans un autre appartement, etc. Et là, c'est juste ce qui est triste, je tiens quand même à préciser, là, ce qui est triste, c'est que en fait, c'est la crise du logement. Parce que d'un côté, on a une dame qui peut pas loger sa fille, de l'autre, on a une famille avec des enfants en bas âge. C'est impossible à mettre dehors, et puis il faut pas les mettre dehors. Enfin, c'est une maman, je vois déjà une maman avec des enfants en bas âge, enfin, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Là, en fait, c'est l'État qui est responsable de ce manque de logement. On manque de logement en France, c'est dramatique. Alors, merci Bérénice, que c'est très important. Je voudrais que les amis, vous compreniez bien ce que l'on dit dans Parlons IMO. On ne fustige ni les propriétaires, ni les locataires. On fustige parfois des mauvais payeurs parce qu'ils ont cette intention de mauvais payeurs. Et ce que je voudrais, c'est que vous n'oubliez pas, les amis, que les petits propriétaires, eh bien, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et on a besoin de cette solidarité-là. C'est normal que les Français soient logés dignement. Et on ne met pas à la rue une mère avec des enfants en bas âge. Surtout qu'elle elle est de bonne foi, puisqu'elle a payé son loyer. Bérénice a absolument raison. Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord. Elle n'est pas de bonne foi, puisqu'elle a un jugement qui ordonne son expulsion. Oui, mais elle n'a peut-être pas d'autres appartements. Elle n'a pas les moyens de se reloger, c'est parce que l'État ne lui propose pas de solution de relogement. Mais l'État, justement, a ce devoir régalien, justement, parce que cette personne, finalement, paye son loyer, donc elle est capable de payer un loyer ailleurs, elle doit bénéficier de mesures de relogement, parce que c'est fatal à cette jeune femme qui doit faire ses études, et un supplément de charge. Voilà, c'était très intéressant comme émission cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cette émission est également en replay sur l'application de Sud Radio, également sur YouTube, mais aussi sur l'application de Radio Imo, tous les mardis à midi. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de Radio Imo, merci à Sud Radio. Prenez soin de vous et à samedi prochain. Sud Radio, Parlons Imo.
Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.